Bonjour, bienvenue à Un Espresso avec Angelo, votre animateur ici, Angelo Rubino, pour une autre émission. On est disponible sur plusieurs plateformes, autant en audio qu'en visuel. Alors, n'hésitez pas à mettre un petit like, à nous suivre, à mettre un petit commentaire parfois, autant sur Spotify, Apple Podcasts, Balado Québec, YouTube et bien sûr sur la page Facebook de Rubino Shoes. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Mme Christine Black, qui est la mairesse de Montréal-Nord. Elle sollicite un deuxième mandat. Merci, Christine, de prendre le temps de venir rencontrer de simples citoyens en pleine campagne électorale. Bien, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de venir vous rencontrer, de pouvoir échanger avec vous. Puis en même temps, on se connaît bien, Angelo, depuis un bon moment. Donc, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir participer à ton podcast. Merci. Puis on commence toujours ici avec un petit peu de café de un de nos partenaires, Café Brossard. Puis il faut que je te le dise, là, c'est des gens de Montréal-Nord. En plus. Tu les connais? Ben oui. Alors, plus, entreprise familiale. Cheers! Centani. Alors, Christine, je te présente mon co-animateur, Francis Parent-Valiquette, qui est un podcasteur. Lui, son rôle officiel sur le podcast, ou notre podcast, c'est de calmer le jeu. Alors, il semblerait que je sois un peu Speedy Gonzalez. Puis, moi, je suis l'antifou du roi. L'antifou du roi. C'est bien. Alors, merci, Francis, d'être là. Merci. Ça me fait toujours un plaisir de co-animer avec toi, Angelo. Alors, on est, comme on dit, on a row. Troisième enregistrement de podcast cette semaine. On a des super invités. Puis aujourd'hui, en pleine campagne électorale, la ville de Montréal qui est divisée, tout feu, tout flamme, il y a Christine Black de Montréal-Nord. Puis Montréal-Nord, il faut qu'on le dise, on porte cet arrondissement-là dans notre cœur parce que les deux, Francis et moi, on a été élevés à Montréal-Nord. Puis notre entreprise ici, le bureau chef, qui est à un jet de pierre Tout à fait. de Montréal-Nord. On entend souvent parler négativement de Montréal-Nord. Ouais. Des nouvelles, c'est jamais beau. Mais qu'est-ce que ça représente pour toi, Montréal-Nord, Christine? Bien, en fait, peut-être la petite histoire, parce que moi, je ne suis pas une fille de Montréal-Nord, mais pas du tout. En fait, je viens de la Rive-Sud, de Saint-Rémy-de-Napierville. J'ai grandi dans un rang de campagne entouré de champs de blé d'Inde. Alors, qu'est-ce qui m'a amené finalement à Montréal-Nord? En fait, c'est un peu le fruit du hasard et lors d'une recherche d'emploi, j'avais terminé mon cégep, je cherchais un travail comme intervenante, parce que je venais de terminer une technique en travail social et il y avait un poste à Montréal-Nord pour 1 an. Je sortais du cégep et puis il y avait un poste qui était disponible d'une amie qui m'avait parlé. Bon, et de fil en aiguille, je suis arrivée au Centre des jeunes de l'Escale comme intervenante sur un contrat d'1 an. Et 20 ans plus tard, ça fera 20 ans l'an prochain, j'y suis toujours. Et même plus que ça, je suis devenue la mairesse. J'ai le privilège de représenter les citoyens du quartier. Et en plus, j'y habite maintenant, j'y élève ma famille avec mes enfants et tout ça, avec Elisabeth. Et je suis aussi stepmom, alors on pourra en parler probablement tantôt. Bien sûr. Mais tout ça pour dire que c'est un quartier qui mérite grandement d'être connu. Vous l'avez connu, vous, pendant longtemps. C'est un quartier où les gens se connaissent, se reconnaissent, qu'on a une grande diversité et que tout le monde cohabite ensemble et s'amuse, échange. Il y a beaucoup d'entraide entre voisins. Les gens se connaissent. Là. Dans d'autres quartiers à Montréal, on connaît même pas nos voisins. Alors qu'ici, à Montréal-Nord, en fait, on n'a pas cette dynamique-là comme quartier. Et en même temps qu'il y a beaucoup d'attraits, qu'on parle de la rivière, entre autres, Rivière des Prairies, qui est très méconnue. Les gens oublient que la rivière borde notre secteur nord. Et on aura aussi sûrement l'occasion d'en parler un peu plus tard, mais pour moi, c'est un des quartiers qui est en pleine effervescence en ce moment, avec tous les projets qui s'en viennent. Montréal-Nord est vraiment dans un point tournant et l'avenir s'annonce très, très prometteur pour moi. On est d'accord, puis Christine, tu es quand même devenue mairesse à un très jeune âge, je pense en début trentaine. Oui, là, j'ai vieilli, là, oui, c'est ça. Tu es toujours très jeune. On a d'ailleurs le même âge, Christine et moi. Oui. Donc, c'est relativement jeune quand même pour devenir politicien. Ouais. Tu fais partie de l'équipe d'Ensemble Montréal, qui est l'équipe de Denis Coderre, qui effectue cette année un retour. Tout à fait. Je crois que tu as été élu à un moment où est-ce que lui n'a pas été réélu comme le chef d'Ensemble Montréal. Même avant ça. N'est-ce pas? Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous parler
comment tu es devenue mairesse, puis pourquoi? Oui, et pourquoi? Bien, en fait, bon, comme je disais, je suis arrivée à l'Escale un peu par hasard. J'ai fait mes preuves au fil de la mesure du temps. Je suis montée d'intervenante à coordonnatrice, après directrice dès 2006. Et en 2016, en fait, j'avais un profil d'une personne très engagée dans la communauté. Je connaissais plusieurs gens d'affaires, le service de police, les écoles, le service de la santé. J'avais siégé sur plusieurs conseils d'administration à Montréal-Nord ou ailleurs en périphérie. Et en 2016, l'ancien maire qui avait quitté dans un contexte de scandale est parti et Denis Coderre s'est retrouvé, à ce moment-là, il était maire de Montréal, devant le dilemme ou en tout cas le choix à faire dans un contexte très rapide de trouver quelqu'un pour appliquer finalement pour devenir finalement sa candidate pour son équipe. Il y a eu une réélection à ce moment-là? Tout à fait. Donc, en fait, ça se trouve être ma troisième élection parce que c'était une partielle en 2016. Donc, ça, c'est toujours un peu particulier parce que dans une générale, tout le monde est un peu sur le même vibe, là. Donc, tout le monde, en ce moment, on est en mode élection. Mais quand tu arrives en partielle, l'appareil roule, la machine roule, mais toi, tu es un peu tout seul dans ta bulle à aller faire les portes. Et c'était pour un poste de maire, donc c'est quand même très exigeant parce que c'est tout l'arrondissement qui est appelé à voter. C'est pas seulement un district, comme le cas des conseillers. Alors, en 2016, Denis m'avait approché pour savoir si j'étais intéressée à être candidate. Et le timing était bon parce que c'est souvent une question de timing aussi en politique parce que c'est très exigeant, très demandant. Ça demande beaucoup de sacrifices personnels de se lancer. Et pour moi, j'étais dans un moment de ma vie où je cherchais un nouveau défi. Ça faisait déjà 14 ans que j'étais à l'Escale. J'avais fait le tour du jardin, puis je me trouvais finalement à souvent buter un mur. C'est-à-dire, je voulais transformer le quartier, je voulais faire des changements. J'avais étudié autant dans le social qu'en gestion aussi. Maintenant, j'ai terminé ma maîtrise en administration publique. Mais je me retrouvais dans un contexte où je ne pouvais pas aller plus loin dans le poste que j'occupais à l'Escale. Alors, la proposition que j'avais reçue à ce moment-là tombait pile poil et le timing était bon, etc. Donc, c'est dans ce contexte-là que j'ai fait le saut en politique. Je vais vous avouer que je ne savais pas nécessairement tout dans quoi je m'embarquais à ce moment-là. Et ça a été, même ça l'est encore aujourd'hui, une expérience extraordinaire parce que on a vraiment la capacité dans un poste comme ça de maire de pouvoir faire et de mairesse de faire une grande différence dans la communauté. Puis moi, c'est ça qui me drive. Là. Beaucoup de gens me disent tu pourrais aller travailler dans le privé ou autre. Mais moi, j'ai envie de redonner à cette communauté-là. Pour moi, les citoyens de Montréal-Nord méritent le mieux, méritent qu'on se batte pour eux à certains moments parce que il y a des besoins à certains moments qui doivent être comblés. Puis je me sens privilégiée de pouvoir jouer ce rôle-là. Bien, c'est très louable, comme on dit. Le 7 novembre, il y a une élection, puis là, c'est at large. Oui. L'île de Montréal au complet est en élection. Le Québec, en fait. Le Québec, parce que c'est tout le municipal, c'est ça. Tout le Québec est en élection. On sait que le taux de participation est tout de même assez bas pour des élections municipales, alors que le municipal a tellement d'impact sur notre vie au quotidien, n'est-ce pas? Ah, c'est le quotidien, totalement. C'est vraiment notre quotidien. Totalement. Fait que, pourquoi est-ce que tu penses qu'il y a ce genre de désengagement-là? Puis c'est quoi réellement le rôle du municipal dans notre vie, là, de monsieur, madame, tout le monde? Bien, en fait, ce qu'on dit souvent, c'est un gouvernement de proximité. Donc, c'est comme tu dis, c'est le quotidien des gens. Donc, je le dis souvent à la blague, mais c'est la neige, le déblaiement des rues, c'est l'eau, les aqueducs, les permis quand on rénove notre maison, la bibliothèque, les loisirs, les parcs. Donc, c'est tous ces champs de compétences qu'on gère. Donc, on est vraiment dans le quotidien. On sort de la maison et on est constamment confrontés à des services offerts par la Ville. Donc, c'est drôlement important que les gens s'intéressent à la vie municipale et j'ai l'impression qu'avec la pandémie, entre autres, ça a amené beaucoup plus les gens à se recentrer sur leur milieu de vie et c'est ce qu'on observe, entre autres, dernièrement. C'est quand même ma 3e campagne électorale et j'ai été appelée à aller sur des rues, en fait, que des gens m'invitaient et avec tous leurs voisins à échanger avec moi et ça, on n'avait pas vu ça dans le passé. Donc, par la pandémie, les gens se sont rapprochés entre eux aussi beaucoup parce qu'ils ne pouvaient plus sortir de chez eux de toute façon. Donc, je pense que ça va amener une certaine sensibilité davantage, en tout cas, à cette élection-ci. Et on va se le dire, il y a peu de choses dans l'actualité aussi. Donc, ça stimule finalement tout cet intérêt par rapport au municipal. Mais le taux de participation, c'est un enjeu
transversale, là. Il faut que les gens s'intéressent à la politique. Et en même temps, ça doit commencer très jeune. Et d'ailleurs, quand moi j'étais à l'Escale, dans les dernières années, on avait mis en place une soirée Je vote qui encourageait finalement les jeunes à être en contact avec les candidats des 3 paliers. On les avait fait pour les 3. Et justement, pour les amener à comprendre finalement qui étaient les candidats, c'est quoi la différence entre chacun, etc. Et d'ailleurs, c'est un peu cocasse parce qu'aujourd'hui, c'est moi qui est invitée à la soirée Je vote à l'Escale dans les prochaines semaines. Donc, ça doit commencer très tôt et en même temps, je pense qu'il doit y avoir un certain mouvement dans la société qui stimule finalement l'implication civile, civique, parce que dans bien des pays dans le monde, malheureusement, les gens n'ont pas ce droit-là, n'ont pas ce privilège de pouvoir aller voter pour leurs élus. Alors, c'est un travail vraiment continu qu'on doit faire et je pense qu'aujourd'hui, en m'invitant, c'est aussi une forme finalement de stimulation pour encourager les gens à s'intéresser à la vie municipale parce que ça fait toute une différence dans leur quotidien. En effet, s'intéresser aux municipales et aux personnes qui sont en arrière, comme on voulait en savoir plus sur c'est qui Christine. Je suis là. Cool. Je vais te poser la question, pour moi et pour les autres peut-être. Au municipal, vous êtes 3-4 sur les pancartes. Ouais. Et là, il y a la mairesse d'arrondissement, les conseillers, le maire. C'est qui tout ce beau monde-là? À quoi qu'ils servent? Pourquoi il y a autant de monde Pourquoi il y a sur les autant de pancartes, hein? tout le temps, autant Est-ce de que c'est monde quelque sur chose les qui revient quand même parce que c'est it's confusing, comme on dit? Absolument. Puis c'est complexe voter au municipal, en tout cas à Montréal. Là. Je pense que dans les autres villes aussi, là, c'est un peu semblable. Là. C'est-à-dire que le maire de Montréal ou la mairesse de Montréal est élu au suffrage universel. Donc, c'est pas comme exemple au provincial ou au fédéral qu'on vote pour notre député et exemple, là, si on vote pour la députée de Montréal-Nord, Paul Robitaille, puis que les libéraux ont plus de sièges, bien, leur chef qui est élu dans son comté, à ce moment-là, devient chef et premier ministre. Ça fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que ultimement, par exemple, tous les maires des arrondissements pourraient être de l'équipe Coderre et la mairesse pourrait être Mme Plante ou l'inverse. Par exemple, M. Coderre pourrait se retrouver maire, mais avec une majorité d'élus qui ne sont pas de son parti. Donc ça, c'est une certaine complexité, puis ça amène bien des défis politiques, on va se le dire. Parce que si on revient en arrière, Montréal, c'est une île. Oui, il y avait plein de villes. Il y a eu une fusion. Oui. Puis là, il y a quand même des maires d'arrondissement. Mais il y a eu des diffusions aussi, parce qu'il y a des villes liées. Donc, il y a les villes liées. On en a beaucoup dans le secteur ouest de la ville. Donc, quand on pense, entre autres, à Baie-d'Urfé, même Montréal-Est, ici, est une ville liée. Donc, ils ne font pas partie des arrondissements de Montréal. Donc, ils ont d'autres façons de gérer, finalement. Ils font partie de l'agglomération à Montréal. L'agglomération étant tous les villes liées et arrondissements. Mais en termes d'arrondissement de la ville, on est 19 arrondissements. Alors, donc, effectivement, les gens ont à voter pour le maire ou mairesse de la ville, maire d'arrondissement et conseiller d'arrondissement, conseiller de ville. Le conseiller de ville va siéger au conseil municipal, alors que le conseiller d'arrondissement va siéger uniquement en arrondissement. Mais au final, dans le concret, là, pour les gens, parce que là, ça fait bien des mots, les 3 personnes, finalement, que ce soit le maire ou les postes de conseiller, sont là, finalement, pour répondre aux citoyens, pour être en mesure de les aider dans leur dossier. Donc, des fois, ça peut être de dire, j'ai des travaux de permis, des travaux dans la maison, j'ai fait une demande de permis, là, j'ai certaines problématiques, etc. Bien, nous, on est le relais, finalement, entre le citoyen et l'appareil administratif. Et pour des cas comme celui-là, mais aussi pour donner les grandes orientations, finalement, à l'administration. Je le compare souvent, puis bon, je suis une fille qui vient du domaine de la gestion, fait que par la force des choses, je fais plusieurs parallèles. Mais le rôle d'un maire va être un peu un rôle si on veut, de président de conseil d'administration. Donc, on est là pour insuffler la vision, insuffler la direction que l'arrondissement doit faire et surveiller que ça se fasse comme on a demandé que ça se fasse. Alors, c'est un rôle de surveillance. Moi, comme mairesse, c'est le rôle que j'ai, c'est pour tout l'arrondissement. Alors que mes conseillers, eux, vont avoir un regard beaucoup plus proche, on va dire ça comme ça, de leur district respectif. À Montréal-Nord, on en a 2 districts. Marie-Clarac qui est située à l'ouest de Alfred, donc de Alfred jusqu'à Saint-Michel, alors que du secteur Est, c'est Ovid-Clermont, de Alfred jusqu'à Albert-Hudon. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, j'ai mon conseiller, exemple, qui va me dire,
là, dans tel secteur, Christine, il faut que tu fasses quelque chose. Mais l'autre côté aussi, il va dire qu'il faut faire quelque chose. Fait que c'est l'équilibre de tout ça qui fait que l'arrondissement peut cheminer. Et c'est ensemble, en collégialité, en quelque sorte, qu'on travaille. Je peux dire c'est fascinant parce que hier, on s'est promené, Francis et moi, dans la voiture, puis on est allé à Montréal-Nord. Puis là, on a vu, on passe, là, il y a une pancarte de M. Coder, Christine Black. Puis là, il y avait 2 conseillers. Là, la pancarte plus loin arrivait dans Marie-Clarac. Il y avait 2 autres conseillers. C'est ça. Il y avait une dame En tout cas, bref, c'est... Quand tu connais pas ou tu t'es pas vraiment informé, parce qu'on sait qu'il y a quand même des gens qui... Si tu leur demandes c'est qui le premier ministre du Québec ou le premier ministre du Canada, ils ont des fois des difficultés de différencier déjà le palier provincial, le palier fédéral. Fait que là, quand tu arrives au municipal, puis tu as toutes ces belles personnes-là sur les pancartes, ça devient un petit peu mélangeant, on va dire. Tout à fait. Tout à fait. Il suffit d'écouter les vidéos de M. Nantel, là, de Guy Nantel, pour comprendre qu'effectivement, les gens deviennent parfois bien mêlés dans tout ça. Mais, comme je le dis, on est quand même très présent sur le terrain comparativement aux autres paliers de gouvernement qui vont être souvent appelés, exemple, les députés provinciaux à aller travailler à Québec, mais par la force des choses, sont moins présents en district ou en comté, là, de façon générale. Nous, moi, je dors à tous les soirs chez nous, là, donc, en tout cas, c'est ça, là, alors qu'eux doivent aller presque déménager à Québec à certains moments. Là, ils partent 3-4 jours par semaine. Là. Moi, je voulais parler de congé de maternité. Oui. Depuis avril, tu es la maman de la petite Élisabeth et tu es une des premières politiciennes à avoir pu privilégier d'un congé de maternité adapté. Je ne veux pas m'énoncer là-dessus. En fait, avant, pour ceux qui ne le savent pas, c'était maximum 90 jours, sinon vous perdiez votre poste. Et maintenant, ils ont assoupli ça. Ce qu'on veut savoir, dans le fond, c'est ton opinion là-dessus, où est-ce que ça en va, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Bon, écoutez, c'est une grande question. Effectivement, dans le passé, les dames qui accouchaient en poste avaient droit à 90 jours. C'est la règle, en fait, normale. C'est-à-dire que n'importe qui s'absente plus que 90 jours doit perdre son poste de façon automatique, à moins qu'il y ait des mesures qui soient mises en place. Bon, je pense que dans le passé, il y avait parfois certaines souplesses qui se faisaient aussi, là, mais il en demeure pas moins que la règle, elle est là, elle est assez rigide. Effectivement, j'ai accouché au mois d'avril. On est dans un contexte différent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est 18 semaines que j'avais droit de prendre. Donc, ça en rajoute un petit peu, pas tant. Parce que, bon, pour la petite histoire, c'est que j'ai arrêté quelques semaines avant parce qu'Élisabeth s'est rendue à 41 semaines. J'ai dû être provoquée. Donc, rendue à 38, 39, là, j'étais pas mal fatiguée. Donc, j'ai dû arrêter un peu plus tôt. Fait que 18 semaines, finalement, il s'est déjà commencé avant même qu'elle arrive. Alors, ça a fait en sorte qu'elle est arrivée le 17 avril et moi, je devais me présenter absolument au conseil municipal du 23, 22, en tout cas autour du 20 août dernier. Donc, ça passe vite. C'est certain que c'est des nouvelles réalités. J'ai pas droit au RQAP, j'ai pas droit au régime québécois d'assurance parentale parce que je ne perdais pas mon salaire. La ville continuait de me payer et en même temps, je continuais de travailler un peu quand même. C'est certain que je pense qu'à terme, là, dans les prochains mois, probablement en 2022, on pourra s'en reparler peut-être pour faire un meilleur post-mortem. Mais ce qui est clair, c'est que c'est la fonction d'élu et la politique est très réfléchie dans une vie d'hommes âgés célibataires. Ça, c'est clair, parce que la conciliation est difficile et en même temps, il faut faire le chemin. Donc, c'est sûr que c'est ce que je fais en ce moment sans le savoir et par la force des choses. Ça demande beaucoup d'organisation, c'est clair. Ça demande un conjoint très, très compréhensif et qui est capable, parce que c'est lui qui a pris le congé. Donc, lui est en congé jusqu'au mois de janvier. En même temps, on a un peu d'aide aussi à la maison parce que surtout là, de revenir en temps normal, c'est une chose, mais de revenir en pleine campagne électorale à presque 7 jours, en fait, pas presque, 7 jours semaine pour la suite. Donc, c'est très exigeant. Ça demande beaucoup d'énergie, puis il faut faire en sorte, finalement, de concilier tout ça. Et le secret, en fait, je dirais, puis là, c'est mon petit truc, c'est que quand je m'ennuie trop de ma fille, parce que des fois où je m'en ennuie, c'est normal, elle est petite encore, et je l'amène avec moi, tout simplement. Fait que dans les premières semaines, il y avait des conférences de presse, entre autres à Montréal-Nord, pour annoncer certaines choses. Puis, je l'amenais avec mon porte-bébé, puis moi, je me sentais en forme, j'étais correcte. Donc,
on est sortis ensemble, puis elle est habituée aujourd'hui. Donc, en fait, c'est ça qui est un peu cocasse. Quand on sort, elle est calme, elle est rendue à la maison, elle explose, et là, elle crie partout. Donc, elle s'est habituée à ça. Et puis, au fur et à mesure du temps, c'est sûr que je vais être en meilleure mesure de faire un retour là, sur ce qui s'est passé. Là, je le vis en ce moment et on va se le dire, c'est très exigeant. Et puis, c'est ça, ça fait aussi en sorte qu'on est désavantagés par la force des choses parce que mes collègues masculins ou les autres qui n'étaient pas comme dans la même condition que j'ai en ce moment, ben ont eu du temps pour préparer leur élection. Il y avait du temps pour faire ne serait-ce que le financement. Tu sais, il faut aller chercher du financement. C'est un passage obligé en politique. Mais malheureusement, moi, j'ai 5 mois d'arriérage qu'eux autres n'avaient pas par rapport à moi. Donc, c'est un travail qu'il faut mettre les bouchées doubles, mais bon, peut-être qu'un jour, il y aura d'autres propositions, puis on pourra améliorer ça encore plus, mais néanmoins, c'est possible d'avoir des enfants en mandat, puis la vie continue, hein? La vie, c'est pas juste la politique. Exactement. Il y a une vie après la politique, c'est ce qu'on dit. Puis, nous, on s'intéresse beaucoup aux high achievers, aux gens qui performent beaucoup. Si tu as un conseil, un truc, là, tu dis comme c'est ça qui me permet peut-être d'aller chercher la demi-heure de plus par jour pour être capable de fonctionner. C'est ça. Est-ce que Christine Black elle a plus de 24 heures dans une journée? Justement, l'organisation, c'est quelque chose de faire important. Et puis, je pense qu'il y a aussi une question de personnalité. Tu sais, on a de l'énergie ou on n'en a pas. Moi, tout petite, j'étais déjà très en forme, je bougeais tout le temps, etc. Donc, faut être très actif, je pense. Et en fait, peut-être la chose que je dirais, c'est de prendre soin de soi à travers ça. C'est un peu cliché, mais tu vois, moi, par les histoires de vie, j'ai eu une psychologue qui m'avait aidée à un certain moment dans ma vie. Et maintenant, je la garde. Donc, on a des rencontres de temps en temps, même en ce moment en pleine campagne, parce que faut que tu aies des moments où pouvoir évacuer finalement ou bien réfléchir à autre chose parce qu'on devient tellement comme gestionnaire, j'imagine comme grand patron, envahi aussi par tout ce qui arrive. Et ton conjoint, en même temps, mon chum, je ne veux pas toujours tout y raconter puis qu'il y ait cette pression-là. Donc, faut garder cette espèce d'équilibre-là puis d'avoir quelqu'un en qui on a confiance pour parler. Donc, ça, c'est un des éléments, je pense, que, en tout cas, moi, qui m'aide grandement à trouver cet équilibre-là. Et bien entendu, aujourd'hui, avec la famille aussi, ça fait en sorte que le soir, bien, on s'assoit puis on soupe puis on prend l'heure que ça prend. Et après ça, bien, je vais retourner au sous-sol travailler puis avancer mes affaires. Mais c'est trouver cet équilibre-là, mais c'est un défi constant tous les jours, là. Mais c'est tellement un bon point, puis j'aimerais ça renchérir parce que, dans le fond, Christine, ce que tu dis, c'est que ça te prend un me-moment, un moment où est-ce que tu le fais pour Christine, puis là, tu rencontres quelqu'un d'externe. Puis je pense que ça, c'est un autre truc qui est tellement important parce que c'est vrai que nos conjointes deviennent comme le défouloir, ça dit-tu comme ça? Puis où est-ce qu'on peut évacuer autant qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va mal, mais c'est bon d'avoir une personne qui est comme une troisième partie, qui n'est pas impliquée dans ta vie, où est-ce que tu peux parler. Moi, j'en ai beaucoup de moments comme ça où est-ce que je vais, puis c'est comme un moment pour moi pour pouvoir parler de certaines affaires. Puis là, après ça, on dirait que ça va mieux. Ben, prendre du temps pour soi. Ben, puis parce qu'à un moment donné, tu peux pas juste être au travail toujours souriante, pimpante, puis revenir à la maison puis être en motadie à chaach fois. Non, tu veux être de bonne humeur aussi devant ton chum puis les enfants. Parce que tu dois, comme mairesse, te comporter d'une certaine façon à tous les jours. Ouais. Il doit y avoir un certain protocole. Là, tu arrives à la maison, là, tu peux être comme toi-même. Tu peux être un peu plus relax. Exact. En même temps, c'est ça. C'est intéressant, je trouve. Oui. Fait que, tu sais, puis quand tu es une personnalité publique, bien, par la force des choses, les gens regardent toujours comment tu es. Si tu es de mauvaise humeur ou que tu as l'air bête, bien, les gens, ils t'aimeront pas. Fait... My God, cette semaine, les gens auraient eu beaucoup de choses à dire sur moi. Ah, J'étais dans un stress intense. J'étais très dur à vivre, autant avec les gens qui travaillent avec moi que ma conjointe. Fait que, tu sais, je sais qu'est-ce que tu veux dire. Ça l'a frappé directement à la maison. Ah, puis ça m'arrive aussi, là. Ça peut te rassurer, là. C'est loin d'être parfait. Puis ça fait partie aussi, je pense, de la vie en famille quand c'est ça. Très intéressant. De la vie. Oui, ça fait partie de la vie. On ne peut pas toujours être pimpant. Puis. Donc, pour continuer, on peut dire qu'en ce moment, à Montréal, il y a une bataille qui se joue un petit peu entre deux partis pour la mairie. Il y a Projet Montréal, Ensemble Montréal. Il y a d'autres aussi partis, mais les deux principaux, je dirais que c'est ceux-là. Dans tes mots, là, ça serait quoi la distinction majeure entre les deux visions pour Montréal de, Projet Montréal et Valérie Plante, et
2, Ensemble Montréal et Denis Coderre? Parce que pour le commun des citoyens, là, tu sais, comme, c'est quoi la grosse distinction entre les deux visions? Bien, c'est une excellente question. Donc, Merci. en fait, alors je te dirais que bien, de notre côté, je vais commencer avec nous. En fait, les gens connaissent Denis, ils savent que c'est un gars expérimenté, c'est un gars, puis c'est le lot aussi de l'équipe, là. Donc, on est en mesure d'aller chercher une équipe qui était très diversifiée, très au niveau culturel, au niveau des horizons aussi, autant des avocats que des intervenants, donc des gens qui sont à l'image finalement de Montréal. Et ce qui distingue beaucoup notre parti, c'est le fait qu'on veut travailler pour tout le monde. Donc ça, ça a l'air bête dit comme ça, là, mais c'est la réalité. Donc, on n'est pas dans un parti qui est dogmatique. C'est souvent comme ça qu'on va qualifier le Parti Projet Montréal. C'est que c'est un parti qui faut que tu adhères à ses idées. Si on n'adhère pas à leurs idées, finalement, on ne fait pas partie de la gang. Puis ça, c'est très dommageable parce que moi, comme mairesse, depuis que j'ai été élue, je travaille pour tout le monde. Il y a des gens, des fois, qui sont pas d'accord avec qui on est, qu'est-ce qu'on fait, puis notre équipe. Puis c'est correct, ils ont le droit. En même temps, leur position ou leurs arguments nous amènent aussi à cheminer pour faire avancer la communauté et où tout le monde trouve sa place. Tu sais, on a souvent l'idée des cyclistes, entre autres. Là, on va dire, bien, avec Projet Montréal, c'est surtout les vélos, mais c'est surtout la façon de les amener. Tu sais, parce que, à mon sens, les cyclistes, les automobilistes, les piétons, tout le monde a sa place dans la rue. Puis si on fait des consultations, bien, on va amener les gens à travailler ensemble pour faire atterrir les projets. Alors que la façon qu'ils travaillent, c'est ça l'idée. Nous, on le sait que c'est bon, ben on l'envoie, puis voilà, on l'a fait. Et c'est très questionnant dans ce sens-là parce que pour moi, c'est pas comme ça qu'on doit faire la politique municipale. On doit la faire pour les gens, à l'image de tout Montréal, et amener les gens à travailler ensemble, à être... c'est dans mes valeurs profondes, d'être rassembleurs, de pouvoir être finalement en symbiose, tout le monde. Là. Mais c'est pas ce climat-là dans lequel on est en ce moment, même au contraire. Alors, c'est très questionnant, puis je trouve que c'est plate parce que... on vit dans une ville qui est une métropole qui est à l'image de la planète. Là. Il y a plein de gens qui habitent ici, qui cohabitent. Oui, on a certaines difficultés de sécurité ou autres en ce moment, mais il en demeure pas moins que c'est une ville que les gens aiment puis qui aiment voir grandir. Donc, de la voir comme c'est le cas actuellement, on mérite mieux. On mérite mieux que qu'est-ce qu'il y a actuellement. Sûrement, mais justement, tu as parlé de sécurité. On parle souvent de la violence à Montréal-Nord. Oui. C'est quelque chose qui revient beaucoup dernièrement. Mais on ne parle pas, là, il y a un projet, par exemple, là, à cœur ouvert. Oui. Ça veut dire que c'est un centre qui va recevoir un financement de l'arrondissement de Montréal-Nord qui a pour but d'encourager les hommes à parler de leurs émotions puis à accepter aussi de se faire aider. Est-ce que tu penses que ça va avoir un impact concret dans diminuer la violence? Oui. En fait, ce projet-là est particulièrement ciblé vers les jeunes hommes, en fait, vers les hommes. Qui est un projet pilote. Hein? Et ça fait quelque temps déjà qu'on y réfléchissait à mettre en place des projets qui allaient être adressés aux hommes. Et je tiens à dire que ce projet-là, entre autres, arrive dans un contexte, c'est-à-dire que c'est pas l'arrondissement un matin qui s'est réveillé en disant « Hey, il faudrait bien faire ça ». Au contraire, c'est en concertation, donc avec le milieu communautaire, le milieu de la santé et autres, on a des tables de concertation où les gens vont réfléchir à ces enjeux-là. Et l'enjeu des hommes revenait régulièrement. Donc, l'idée, ça a été de mettre en place un projet pilote qui nous permettait de tracer un chemin tranquillement parce qu'on était beaucoup dans les dernières années, puis c'est comme ça à travers le Québec, axé vers les femmes victimes de violences. Puis il faut continuer ce travail-là. Là. C'est fort important parce qu'on le sait que ça fait partie des enjeux du Québec, là, malheureusement. Donc, avec ce projet-là, c'est une prémisse. On débute finalement un processus où les hommes vont être appelés ils vont être ciblés, en fait. Il y a des hommes qui vont être ciblés pour participer à des rencontres individuelles ou de groupe. Et à travers ça, on va chercher de l'expertise. L'organisme va être en accompagnement avec d'autres organisations qui s'y connaissent dans ce domaine-là, parce que c'est un domaine très précis, hein, la violence des hommes, et qui vont pouvoir alimenter finalement le travail qui va se faire. Alors, pour moi, c'est un projet qui est fort intéressant, qui est prometteur, et c'est un premier pas dans la bonne direction. Là. Concrètement, est-ce qu'on a d'autres projets à Montréal-Nord
pour essayer de diminuer la violence. Ouais. D'après tout ce qu'on entend là, dernièrement, tu sais. Bon, Moi, au quotidien, je me sens en sécurité quand je me prenne à Ouais. Montréal-Nord. Ouais. Et je pense que c'est le cas pour la majorité des citoyens. Tout à fait. Souvent, les gens, l'histoire qu'on entend, c'est pas des gens qui sont sans histoire. Mais est-ce qu'il y a d'autres projets pour essayer de diminuer? Ben, en fait, pour moi, les enjeux de violence, peu importe les quartiers, c'est des enjeux qui sont transversaux, que finalement, il faut travailler sur plusieurs facettes pour avoir un impact réel. La première chose, bien entendu, il faut qu'il y ait des policiers. Là. En ce moment, ça fait partie des éléments qu'on mentionne régulièrement là, avec l'administration Plante, qu'il y a moins de policiers en place qu'il y en avait sous l'ère de M. Coderre. Et ça, c'est le premier point sur lequel il faut s'attaquer. Il faut qu'il y ait des policiers qui fassent des enquêtes, qui soient sur le terrain, puis qui amènent une présence. Parce que la présence policière, la majorité du temps, amène un certain apaisement des citoyens, ils se sentent en sécurité. Ensuite, il faut travailler sur le moyen-long terme, c'est-à-dire créer des conditions favorables qui vont faire en sorte que la violence va être moins présente. Dans des quartiers où les gens travaillent, ont accès à un logement décent, qui mangent bien, qui ont des projets d'avenir, qui n'ont pas de problèmes financiers, etc., qui ont accès à un médecin de famille, qui peuvent faire des loisirs, bien, ça crée des conditions favorables à une meilleure vie, à une meilleure qualité de vie. Et malheureusement, à Montréal-Nord, en ce moment, on fait face à un déficit historique de plein de choses. Donc, il n'y a pas de médecin. On en parlait tantôt. Mais quand tu es malade puis tu te sens pas bien, mais tu peux pas bien t'occuper de ta famille. C'est plus difficile, en tout cas. Tu as des défis. Alors, les cliniques médicales, on doit en rajouter. On doit améliorer nos parcs. Les parcs de Montréal-Nord avaient besoin de beaucoup d'amour. On en a fait, tu en connais plusieurs, là. Oui. Et on en a amélioré beaucoup dans les dernières années. Aimé-Léonard, Henri Bourassa, on a rajouté des jeux d'eau, Sabre-Voie, Parc Maurice-Bélanger. On a commencé à transformer ça et ça va se poursuivre. Là, on a un plan directeur des parcs qui s'en vient. On va continuer les investissements et tout ça, bien, ça crée des conditions où les gens peuvent profiter de ces espaces verts-là. Ça donne un cours arrière à la maison, là. Mais il faut continuer à travailler, bien, c'est ça, sur l'habitation, créer des logements convenables qui ne soient pas insalubres, sur l'économie. Dieu sait que quand on a un emploi qui est stable, qu'on a un bon revenu qui revient à la maison, bien, on se sent mieux. Donc, c'est vraiment créer tous ces environnements favorables-là qui va faire en sorte que ça va aider la suite des choses. Mais c'est un travail d'équipe qui doit se faire, que ce soit avec l'arrondissement, mais on n'est pas seul, là, avec le service de police, avec les organismes, les écoles, le système de la santé. Donc, tout le monde, on doit mettre l'épaule à la roue et développer finalement notre vision vers ce qu'on veut à Montréal-Nord, parce que c'est cette vision commune-là qui fait en sorte qu'on fait des pas de géant comme communauté. C'est super intéressant parce qu'effectivement, il faut avoir un paquet d'éléments. Il faut mettre toutes les conditions favorables pour qu'il y ait une genre d'effervescence puis que les gens, que ça se porte mieux, que ça diminue la violence, la pauvreté et tout ça. Tout à fait. Puis on sait qu'il y a plusieurs quartiers de Montréal qui sont rendus inabordables. C'est rendu Absolument. impossible d'y vivre à moins d'être fortuné. Puis Plateau Montréal, des logements à 2 000 3 000 Villeray, Huntsic. Donc, à moins que je me trompe, puis tu peux me corriger, Montréal-Nord, c'est encore abordable. Puis, en plus de ça, il y a un projet dont on parle énormément, qui est le REM, le Réseau Express métropolitain. Il s'agit, en effet, là, du plus grand projet de transport collectif des 50 dernières années au Québec. C'est quoi les opportunités que ça va amener concrètement là, pour Montréal-Nord? Bien, en fait, j'irais même avant ça. C'est-à-dire que, à mon sens, Montréal-Nord est en pleine transformation. On est vraiment, je le disais d'entrée de jeu, dans un passage là, en ce moment qui risque de nous amener énormément de changements dans les 5-10 prochaines années. On s'en est souvent parlé, Angelo. C'est-à-dire que, oui, il y a le projet du REM qui arrive, qui va avoir 2 stations, une au coin de, en tout cas dans le secteur Henri Bourassa, Lacordaire. L'autre va être au Cégep Marie-Victorin. Donc ça, c'est déjà 2 stations. C'est énorme. En fait, M. Ryan l'a tellement désiré, le métro à Montréal-Nord, parce que, bon, au final, le REM va être une forme de métro parce que ça va être souterrain, avec d'autres technologies, mais on s'entend, ça revient sensiblement au même. C'est un service de transport rapide. Mais il ne faut pas oublier en parallèle qu'on a le SRB P9. Le SRB P9, qui arrive vers sa fin, parce que je sais que les gens sont un peu exaspérés de voir les travaux. Comme travaille sur toi-même,
comme P9 travaille sur lui-même depuis des années, oui. que P9 travaille sur lui-même. Fait que si les gens prenaient l'exemple sur P9, on serait tous à une meilleure place. Parce que ça fait quoi, 4 ans? 3-4 ans? En fait, là, c'est la 3e année. Et puis, on arrive vers la fin des grands travaux difficiles, là, parce que l'année prochaine, c'est surtout les plantations qui sont prévues et quelques éléments d'éclairage, je pense. Mais le gros est fait. Pour le boulevard, par contre, le pont n'est pas terminé. Ça, il y avait eu des délais à cause de certains éléments là, au niveau du gouvernement. Mais les travaux avancent rondement aussi sur le pont. Donc, ça veut dire, grosso modo, que dans les prochaines années, il va y avoir 2 stations. Il va y avoir le SRB P9 qui arrive, qui va être fonctionnel avec les stations de la ligne bleue aussi qui vont être relativement proches de Montréal-Nord. Donc, tout ça, ces grands travaux d'infrastructure en mobilité amènent, c'est sûr, un grand lot d'effervescence dans le quartier. Et nous, comme administration, dans les dernières années, on a tenté, du moins possible, en tout cas du plus qu'on pouvait, de préparer cette transition-là, ne serait-ce qu'au niveau économique, parce que le boulevard P9 est la colonne vertébrale économique de Montréal-Nord. Dans les dernières années, il y avait un effet de gel parce qu'on est en train de travailler notre PPU P9, donc le plan particulier d'urbanisme. Et là, actuellement, on est dans les derniers milles. Là, ça devrait débloquer très bientôt. Alors, concrètement, ce que ça veut dire, c'est que dans les dernières années, les seuls projets qui pouvaient lever, c'était des projets de logements sociaux. Il y en a d'ailleurs 2 qui sont en cours actuellement au coin de la Reine et l'autre au coin d'industriel, les P9, là, dans ce coin-là. En arrière de la grande tour. Alinéa, en arrière d'Alinéa. Donc ça, c'est du logement abordable. Abordable, c'est ça, exactement. Et puis, dans le fond, les autres terrains, ils ne pouvaient pas être développés avec des projets commerciaux réguliers, là, on va dire. Mais là, dans les prochaines semaines, tout va débloquer, le plan est clair et ça inclut des parcs. Donc, cet espace-là, justement, autour, là, il va y avoir un parc. Ça a été voté au dernier conseil municipal avec un espace vert à cet endroit-là. Au coin de P9 en Riboursson, on veut revamper... la Grande Roue? Bien, pas la Grande Roue, parce que la Grande Roue, elle est là. Mais d'ailleurs, la Grande Roue, on en rit souvent, hein, mais tu sais, c'est un des plus grands, ou je pense le plus grand œuvre d'art à Montréal en ce moment. Là. Un jour, je suis convaincue que les gens de Montréal-Nord vont être très fiers de leur roue parce que c'est un peu mal aimé, hein, parce que ça avait coûté très cher à l'époque. Mais à terme, je pense que ça va être une marque de commerce de notre quartier. Et fait que tout ça pour dire que déjà, dans les dernières années, on a vu une transformation. C'est les bébés. Si vous entendez des bébés lors de cet enregistrement, c'est qu'il y a des bébés au bureau chef. C'est pas le mien. C'est pas le mien. Celui-ci est le mien. Alors, ce que j'allais dire, en fait, c'est que la valeur des permis dans les dernières années a passé de 40 millions à 125 millions en 4 ans. Wow. Donc ça, grosso modo, ce que ça signifie, c'est que les gens ont commencé déjà à investir le quartier. Il y a des maisons qui sont revues complètement, qui sont agrandies. Ne serait-ce que passer sur le boulevard Gouin, il y a plusieurs constructions qui sont en cours. Les terrains vagues à Montréal-Nord, c'est très, très rare. Mais d'ailleurs, un des seuls qui restait, c'était celui au coin de Maurice-Duplessis et Albert-Hudon. Je ne sais pas si vous êtes passé dernièrement, mais c'est 2 écoles qui s'en vont là, une école secondaire, une école primaire. Alors, c'est des gros changements que Montréal-Nord est en train de vivre. Et puis, par la force des choses, ça va amener beaucoup de transformations dans le quotidien des gens et ça risque de faire augmenter la valeur des maisons, ça c'est clair. Donc, je pense que c'est quand même un bon temps pour investir Absolument. à Montréal-Nord. Donc, ça, c'est vraiment excitant. Selon toi, est-ce qu'il va y avoir des opportunités vraiment pour des commerçants ou des entreprises qui veulent s'installer à Montréal-Nord? C'est clair. C'est clair. Puis c'est maintenant que ça se passe, là, je pense. Et on sent un certain engouement. Nos équipes sont prêtes aussi là, à accueillir là, les demandes. Mais c'est clair que le quartier est d'ici 5-10 ans, on va être ailleurs. Là. Et en même temps, il faut continuer à travailler sur l'image, non pas juste sur l'image en cosmétique, mais sur l'image de façon sous-jacente avec les enjeux sociaux qu'on connaît pour améliorer les conditions de vie de nos résidents, mais en même temps aussi améliorer l'image du quartier. Et là-dessus, je vous tends la main, je pourrais vous donner un défi. Je l'ai déjà donné à Angelo, là, d'être un fier ex-Nord-Montréalais, mais j'invite bien entendu les gens à réinvestir le quartier et à
à venir parce que beaucoup d'anciens jeunes, on va dire ça, pas pour dire que t'es vieux, Angelo, quand même, mais quand même, parce que je voudrais dire que je serais plus jeune moi aussi, fait que ça marche pas, mais parce qu'on a le même âge. Tu sais. On a exactement le même âge. Mais ce que j'allais dire, en fait, c'est qu'il y a plusieurs jeunes qui ont grandi à Montréal-Nord et qui, malheureusement, ont quitté par la suite. Et le quartier devient toujours une plaque tournante de gens qui arrivent et qui repartent. Et ça, je pense, ça va faire partie d'une des clés de réussite de Montréal-Nord, que cette fierté-là que les gens ont de Montréal-Nord, bien, qui réinvestissent et qui finalement, redonnent à Montréal-Nord, finalement, qu'est-ce que Montréal-Nord a pu leur donner étant jeune. Donc, l'appel est lancé. C'est très bien dit. Avant qu'on passe à notre section Express, notre segment Express, oui. Est-ce qu'il y a une question qu'on t'a pas posée ou un point que tu aimerais clarifier ou quelque chose qui serait pertinent pour nos auditeurs aujourd'hui? Ça, c'est une grande question. Hein? Bien, en fait, j'irais peut-être pour continuer, en fait, par rapport à Montréal-Nord, que dans le fond, je partage souvent ce commentaire à plusieurs résidents et s'il y a des résidents qui nous écoutent, des citoyens, je souhaite leur partager ça. Souvent, on parle de Montréal-Nord, effectivement, négativement, mais je pense que une des clés ou une des façons qui va nous faire en sorte que l'image va changer aussi, parce que souvent, les gens vont dire, les médias, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Et même les Nord-Montréalais doivent avoir une autre posture aussi. Moi, j'ai beau, comme mairesse, porter le message, aller dans toutes les tribunes, à Paul Arcand, à Tout le monde en parle, puis de parler en bien de Montréal-Nord. Je suis persuadée que s'il y a une masse critique de Nord-Montréalais qui... quand on se fait dire que Montréal-Nord est comme ci et comme ça, ou que les gens ont dit « t'habites où? T'habites Montréal-Nord? » « Ah ouais, Montréal-Nord. » Il faut qu'on ait une autre posture, puis qu'on soit fiers de notre quartier, puis qu'on en prenne soin publiquement aussi, et que si les médias disent certains éléments qui ne sont pas vrais, qui sont faux, bien, il faut leur écrire aux journalistes, puis dire « Non, ce que tu as écrit, c'est pas ça. » Et il y a d'autres choses aussi à Montréal-Nord. Parce qu'actuellement, on parle beaucoup de la flambée de violence à Montréal, mais je tiens à rappeler que depuis le 2 juillet à Montréal-Nord, il n'y a pas eu d'événement de coup de feu. Mais pourtant, les gens ont tendance à penser que c'est encore chez nous, mais pourtant, actuellement, c'est relativement calme. Est-ce que tout va bien? Non, puis je ne jouerai jamais à l'autruche là-dessus, mais en même temps, il faut déconstruire certaines choses et faire venir d'autres personnes de l'extérieur à Montréal-Nord pour leur faire connaître nos beaux attraits. D'ailleurs, au Parc Émile-Léonard, on est en train de terminer les travaux et ça va devenir notre pôle récréo-touristique. Donc, ça va être un bon prétexte pour venir dans le quartier. Bien, oui. Puis, si vous n'avez pas visité le Parc Émile-Léonard, c'est vraiment magnifique sur le bord de la rivière des Prairies. Ouais. Ouais. Puis, à un moment donné, il y avait ce qu'on appelle un genre de tour, la route de Champlain. Tout à fait. Bien, ils sont toujours là, en fait, parce que la vision qu'on avait en 2017, aux dernières élections, c'était de dire on va rénover entièrement le parc pour permettre, entre autres, à la route de Champlain de pouvoir bien faire, d'avoir un bel espace, finalement, pour faire leurs activités. Donc, on parle de bateaux électriques, on parle de kayak. Et ils vont avoir dans le chalet qui a été entièrement rénové un petit comptoir lunch. Donc, ça va permettre aux gens d'avoir un arrêt finalement dans le secteur. Mais c'est près de 6 millions là, qu'on a investi dans ce parc-là. Il ne faut pas venir tout de suite parce que les travaux ne sont pas complètement finis. Je passe toujours en avant. Ma mère qui habite pas loin, puis ma fille qui va à l'école pas loin. Donc, je suis toujours en avant. Puis on allait souvent dans le parc. Et c'est un beau point de rassemblement sur le bord de la rivière des Prairies. Il y a plusieurs personnes qui font du vélo, de la course. Tout à fait. Magnifique. Puis ça, c'est qu'est-ce que les gens ne parlent pas assez souvent de Montréal-Nord. Donc, il y a une rue ou deux où est-ce que c'est plus difficile à Montréal-Nord, mais le reste du quartier qui est absolument calme, magnifique. Puis je trouve que c'est une place qui est incroyable pour y vivre, qui est proche de tout. Proche de tout, proche de tout. Donc, effectivement, on va continuer à en parler en bien, puis je pense qu'on est fiers. Puis on est fiers de dire qu'on vient de là, n'est-ce pas, Francis? Totalement. Francis qui a carrément été élevé là, qui a été les scouts, tout le kit. Alors, direct devant le parc Émile-Léonard. En face du parc Émile-Léonard. Tu vois? Mais là, il faudrait repasser. Là, c'est pas tout de suite, mais bientôt, parce que les travaux achèvent. Là. On est ailleurs. Ça va être un des plus beaux parcs, je suis certaine, à Montréal, là, avec les investissements qu'on vient de faire. Là. Alors, ça nous amène à notre segment Express, parce qu'on est à un espresso avec Angelo, donc on pose des questions. Puis la première, c'était Parc Émile-Léonard ou le Parc Maisonneuve? Puis juste pour mettre en contexte, c'est parce que Francis habite en face du Parc Maisonneuve. Puis c'est un autre parc qui est vraiment beau à Montréal. Oui, tout à fait. Fait que c'était un petit peu pour parler du développement du Parc Émile-Léonard, mais... Mais moi, je dirais Parc Émile-Léonard parce qu'en plus, on a la rivière. Il n'y a pas ça au Parc Maisonneuve. Tu vois? Exactement. Boum! On a Sherbrooke.
De la rue Sherbrooke. C'est pas aussi glam, c'est pas aussi glam. On est chez Rubino et il faut qu'on te pose la question. Entre un soulier de course ou un soulier à talons hauts? Écoute, comme j'ai des longues journées, je dirais souliers de course ou en tout cas souliers de course classe, là, parce que disons qu'en talons, c'est plus dans dur. les soirées. Ouais, c'est ça, les journées sont... Est-ce que tu es plus basketball ou baseball? Ah, basket. Basket? Mais oui, je suis pas comme Denis. Qu'est-ce que tu fais? Baseball, c'est plus lent, hein, comme sport. Moi, j'ai bien de l'énergie, fait que le basket, ça roule. On a aussi des grands athlètes de Montréal-Nord qui sont dans Absolument. la NBA. Ben oui, on a eu l'occasion d'en féliciter plusieurs. Lugans d'or. Des ambassadeurs de Montréal-Nord, carrément. Tout à fait. Il y en a qui évoluent dans la NBA, mais d'autres qui évoluent aussi en Europe. Là, j'en ai connu un autre, Ernest Rock, là, qui est en Europe aussi. Donc, vraiment, on a beaucoup de gars de basket là, à Montréal-Nord qui sont pros là-dedans. Very cool. Est-ce que tu es pour le retour des expos? Ouais, écoute, ça, moi, le sport, le sport, moi, je me prononce pas là-dessus. Puis, comme Denis dit, en ce moment, c'est sûr que c'est pas la priorité. C'est pas la priorité. Ben non. Fair enough. On va s'en tenir à ça. Est-ce que tu es plus Nike ou Adidas? À cause qu'on est chez Rubino. Ouais, je dirais Adidas. Ah ouais? Ouais. Very good, moi aussi. Fait que là-dessus, on se rejoint. Est-ce que tu es plus iPhone ou Android? iPhone, clairement. Fashion victim. On dit tout le temps ça. Ah, mais écoute, c'est tellement facile d'utiliser l'iPhone. En fait, j'étais une fan de BlackBerry. Ah oui, ça, c'était J'adorais ça mon me manque, BlackBerry, le BlackBerry. avec mon petit clavier, mais à la ville, il fonctionnait qu'avec l'iPhone, donc j'ai dû faire la transition, puis j'aime bien l'iPhone. Mais tu vois, ça paraît qu'on a le même âge parce qu'on a connu vraiment le BlackBerry dans le top. Puis là, c'était BBM. Est-ce que Mais vous oui, rappelez ça, BBM? Donne-moi Mais ton oui, BBM, c'est ton clair. code, puis Mais oui. on connecte. Fait que vraiment cool. Service rapide par bus SRB ou on complète le Pont-Pineuf? Écoute, non, les deux. Je pense les deux, rendu là, parce qu'il faut que ça se finisse une fois pour toutes. Parce que même l'entrée au coin Pineuf et Henri Bourassa, Mais j'ai une question ça, parce que moi, là, ça me fascine. Avant, il y avait un beau overpass. Ouais. Fait que là, il y avait comme un... Comment on dit en français overpass? Il y avait Un un viaduc. Puis là, ça roulait. Là, maintenant, il y a une lumière, il y a une grosse intersection. Puis là, ça bloque complètement sur le Pont-Pineuf. Puis on a mis une roue. Mais c'était quoi l'idée? Pourquoi est-ce qu'on voulait pas avoir comme un beau viaduc, puis tout le monde peut passer, puis that's it? Oui. Bien, en fait, à terme, je pense que tu vas comprendre pourquoi. Parce que là, c'est sûr que l'intersection n'est pas finale. Et puis d'avoir un viaduc en pleine ville, en plein arrondissement, dans un petit quartier de 11 km², là, c'était un peu particulier, par contre, au niveau urbanistique. Là. C'est ça, c'est certain. Et ça amenait peu de transports en commun aussi, là, on va se le dire, là, avec le viaduc. Et les personnes qui étaient piétons traversaient le viaduc. Je me souviens l'avoir fait à l'époque et c'était toute une expérience, là, parce que c'était très long se rendre de l'autre côté. Mm-hmm. Mais ce qui est arrivé, en fait, c'est qu'en 2012, quand ils ont détruit le viaduc et qu'ils ont retravaillé l'intersection, à cause que le pont n'a pas été terminé au même moment, les bretelles de l'autoroute, en fait, les bretelles de Laval vers Montréal n'ont pas été terminées. Donc, à terme, ce qui est prévu, c'est que les gens ne se rendent pas jusqu'à l'arrêt comme on a actuellement. C'est qu'ils vont arrêter avant pour aller chercher la petite bretelle où les autobus tournent pour prendre la rue Hébert, pour aller vers l'est. Donc, ça va changer complètement cette infrastructure-là. Et comme je le disais tantôt, au coin, on a 2 terrains qui nous appartiennent, avec le terrain qui est plus du côté est et l'autre qui est au parc Pilon, vont devenir les deux des parcs, en fait. Là. On va les laisser comme des parcs avec une belle entrée de ville qui va nous rendre fiers avec Montréal-Nord. Donc ça, c'est dans nos projets qu'on aimerait bien pouvoir mettre à terme là, dans les prochaines années. Puis, veux pas, ça va se coordonner avec la fin des travaux de Pineuf. Donc, moi, je suis persuadée qu'à la fin de tout ça, quand les gens vont voir l'intersection, ils vont trouver ça pas mal plus beau que celui-là en ce moment. Là. Parce que là, c'est... moi, là, il faut que je déménage sur la rive nord. Fait que là, il faudrait que le pont, ça soit facile de circuler. Mais non, il faut déménager à Montréal-Nord, là, c'est le défi. Alors, trouve-moi quelque chose, puis je m'en vais à Montréal-Nord. Si tu avais à choisir entre la grande roue de Montréal-Nord ou la grande roue du Vieux-Port? Oh my God. Mais écoute, c'est comme je disais tantôt, la grande roue de Montréal-Nord. Moi, je vais être une fan finie de Montréal-Nord parce que
C'est un projet qui mérite d'être connu parce qu'en fait, ça s'appelle la vélocité des lieux, hein, la Grande Roue. Je ne sais pas si vous avez déjà On a déjà tenté de m'expliquer que c'était parce que Montréal-Nord est en mouvement. Oui, c'est ça. C'est un carrefour qu'il y a plusieurs personnes qui passent là, autant en autobus, autant en auto, tout simplement. Là. En auto, à pied, en vélo, partout, il y a tout le temps beaucoup de monde. C'est l'enfer. Je connais pas les statistiques, mais ça doit être plusieurs centaines de milliers de véhicules. Absolument. Alors, extrêmement intéressant. Il me reste à te demander si tu as un mantra ou un life motto, quelque chose qui te guide dans ta vie. En fait, ce qui me vient en tête, c'est quand on veut, on peut. Et moi, là-dessus, on me disait souvent, un peu en me décourageant, que Montréal-Nord, bon, c'est Montréal-Nord, on n'a pas nécessairement, on n'y arrivera pas, ou la tâche est trop titanesque. Mais moi, de mon côté, je suis une fille très optimiste, très audacieuse, qui aime prendre des risques aussi à certains moments. Et bon, j'ai une certaine fibre entrepreneuriale. Comme je le disais tantôt, Montréal-Nord mérite d'être connu, mérite qu'on lui donne le meilleur. Et je pense qu'il faut... moi, c'est ce que je fais depuis 5 ans et demi déjà, de donner mon maximum pour qu'on arrive à faire relever cette communauté-là de où elle était. Parce que dans mon livre à moi, c'est pas parce que t'as pas d'argent ou que t'es moins riche que l'autre que t'es pas digne puis t'es pas fier. Donc, peu importe ton revenu, peu importe d'où tu viens, t'as ta place. Et puis, c'est ce qui fait justement toute cette richesse à Montréal-Nord parce que, vous le savez les deux, là, Montréal-Nord est un quartier qui est très diversifié. On a autant des bungalows avec des gens qui sont là, qui gagnent très bien leur vie, avec des bons salaires, autant on a des appartements avec des gens qui arrivent, demandeurs d'asile, qui ont dû fuir leur pays dans des conditions épouvantables. Alors, c'est toute cette mixité-là qui fait vraiment notre quartier puis notre trademark, là, finalement, là, de qui on est. C'est très bien dit, je trouve. Il me reste plus à te dire, Christine, que je te cède le micro. Si tu as quelque chose à dire, il y a des élections qui s'en viennent le 7 novembre. Oui, mais en fait, c'est pas juste le 7. Alors, je vais te laisser parce que toi, tu sais sûrement mieux que moi. Fait que je te laisse expliquer ça. Ben oui. Le micro on te cède le micro. Tout à fait. Ben en fait, on invite tout le monde à aller voter, hein, bien entendu, peu importe où vous habitez, d'ailleurs, parce qu'à travers le Québec, il y aura des élections municipales. Comme j'ai eu l'occasion de le dire un peu plus tôt, le municipal, c'est votre quotidien, c'est le day-to-day de tout le monde. Alors, les élections ont lieu le 30 et 31 octobre. En fait, ça, c'est le vote par anticipation. Donc, ça, c'est ceux qui ne peuvent pas aller les jours J, là, qu'on appelle. Et également le 6 et le 7 novembre. Donc, il y a 4 jours de vote cette année. C'est un peu particulier à cause du contexte pandémique qu'on connaît. Alors, c'est des journées importantes. Informez-vous sur vos candidats. Allez leur parler. Nous, on a un local, d'ailleurs, électoral au 5170 rue de Charleroi. C'est en diagonale avec Da Bologna, que tout le monde connaît. La pizza Da Bologna. Est-ce que tu connais, Francis? Ah oui. C'était la première place, ça date de 1958, Pizzeria Bologna, puis c'est le premier reste. Parce que quand mon père est arrivé d'Italie, il s'est établi à Montréal-Nord, puis la première place qu'il est allé manger, c'était Da Bologna. Un classique, c'est un classique de Montréal-Nord. Je peux vous dire que c'est quelque chose que je connais, là, qui est en face de l'église... de Sainte-Colette. Sainte-Colette, exactement. Saint-Camille, pardon, l'église Saint-Camille. C'est Saint-Camille, c'est ça, Saint-Camille. Sainte-Colette est un peu plus loin. Ah oui, c'est vrai, désolé. Donc, Da Bologna, puis ils font des bons sous-marins avec de la pâte à pizza. Moi, je connais les églises parce que je suis un enfant de cœur. Je connais les restaurants. Oui, c'est ça. Je connais les églises, moi, les restaurants. Alors, merci, Christine, d'avoir pris le temps de nous parler avec, on sait, ton horaire qui est tellement chargé, autant avec ton rôle de mairesse que de maman. Alors, merci, ça nous fait chaud au cœur. Puis, on invite les gens à aller voter en grand nombre. Et il ne me reste plus qu'à vous dire, it's a wrap.